Effectivement, par rapport à la précédente présentation que j'avais faite, qui avait pour objet l'architecture rurale, là nous allons aborder la dimension des paysages. Comme on vient de le dire, on pourrait penser que c'est plus complexe. En réalité, ça devient tellement complexe que le problème se simplifie, d'une certaine façon. La difficulté, elle se pose par rapport à un praticien dont je fais partie, à qui la commande publique, le maire de la commune, la collectivité territoriale pose à un moment donné la question « Monsieur l'architecte du patrimoine, nous vous confions le projet de protection de nos paysages. » Et là, la question qui paraît aller de soi d'emblée, au fil de la réflexion, révèle non seulement sa complexité, et en fait, ce n'est pas tellement la complexité qu'elle révèle, bien sûr, il y a une complexité, mais révèle un paradoxe. C'est-à-dire que le paysage, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, le paysage est un milieu vivant. Donc c'est un milieu qui se transforme en permanence. Et donc protéger un milieu qui se transforme en permanence, il y a un paradoxe. Alors on fait flèche de tout bois. Il y a quelques années, j'étais tombé sur ce tableau dans une exposition à Montauban. Il est au musée de Montauban, au musée Ingres. Et j'avais été saisi, donc, dans ma réflexion sur la protection des paysages, sur cette représentation d'un paysage romantique. Vous avez ici le château de Bruniquel, et le peintre, qui a essayé de représenter toute la dimension épique de son sujet, a ici ajouté un détail, le train. Le train, avec sa fumée, on voit la locomotive. Alors évidemment, c'est dans le flou, mais il a pris soin de peindre le train. Ce n'est pas un accident, parce que son tableau était lui-même copié, ou a été copié, je ne sais lequel, s'est inspiré de l'autre, par un autre tableau qui représente le même sujet. Et sur cet autre tableau, on voit également le train, y compris avec, c'est pas un abribus, certainement, puisqu'on est en 1850. Il y a également un réseau, il y a des poteaux. Donc la modernité, l'actualité de la technique, de la vie actuelle de l'époque, de la vie moderne de l'époque, a été représentée dans ce tableau qui a voulu montrer un paysage romantique, épique, sans que ça pose un problème particulier. Au contraire, on voit qu'on s'est attaché à montrer l'élément de modernité. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'un peintre ou un photographe représenterait, par exemple, un tableau comme celui-ci. La vallée de la Garonne, à Haut-Villars, avec les deux cheminées de la centrale nucléaire de Golfech. Grosso modo, avec le panache de fumée, c'est quelque chose comme l'équivalent du train représenté sur le tableau qui montre le château de Bruniquel sur sa falaise. Et c'est là qu'on commence à voir le problème, c'est-à-dire qu'il y a une distanciation qui s'est faite par rapport à la modernité, par rapport à la vie courante, dans la représentation que nous avons du paysage tel qu'il est convenable de le représenter. Là, vous avez le franchissement de la vallée de la Dordogne à Souillac par la voie autoroutière, c'est l'autoroute A20. Je vous engage à la prendre. Elle vous permet de traverser le Lot en moins d'une heure. Un département en 3/4 d'heure. Et c'est un ouvrage d'art tout à fait remarquable. Je l'ai choisi plutôt que le viaduc de Millau, parce que le viaduc de Millau s'impose lui-même par son caractère épique d'une façon tellement évidente qu'il n'était pas démonstratif. Mais là, c'est réellement un ouvrage d'art. On voit très bien l'audace du franchissement de la rivière par la voie routière. Et est-ce que ça, aujourd'hui, ça pourrait faire une carte postale, un tableau ou une photo publiable? Entre-temps, entre le moment où le tableau du XIXe siècle a été fait et aujourd'hui, la valeur patrimoniale du paysage s'est renforcée. C'est-à-dire que le paysage est devenu un objet rare, une ressource à préserver. Et donc, il y a ce respect dont parlait tout à l'heure, dont
qu'on évoquait dans le discours de Giscard d'Estaing, qui intervient entre-temps et qui fait que ce respect qu'on porte au paysage ne peut pas se satisfaire et devient incompatible avec l'accroc, avec le blasphème que représente l'intrusion de la modernité. Le paysage patrimoine, c'est celui qu'on voit dans les affiches du métro. Entrée en Irlande. Vous voyez les contemplateurs du paysage, ce trio de touristes, sac à dos, qui contemplent un paysage immuable, un paysage intemporel. On reconnaît probablement l'Irlande. Si je connaissais l'Irlande, je reconnaîtrais certainement l'Irlande. Je trouve que je ne connais pas l'Irlande. Mais je n'ai rien dans le paysage qui est montré sur l'affiche qui puisse indiquer d'une quelconque façon le fait que ce paysage est habité aujourd'hui au XXe siècle ou au XXIe siècle. Paysage de la Provence, le vignoble. Voilà les cartes postales, si vous voulez acheter une carte postale des paysages de Provence, que vous allez trouver dans le commerce. Vous avez une photo qui renforce par l'éclairage, le jeu de l'éclairage, le soleil couchant, l'intensité dramatique des lieux, et où on vous représente un vignoble enserrant un bâtiment agricole obsolète et inutilisé et inhabité. Vous voyez que derrière les fenêtres, rien, le vide. Les ronces commencent à envahir les abords, et donc voilà le paysage montrable, voilà le paysage patrimonial. On peut prendre d'autres cartes postales représentant la Provence. On va changer la vigne, prenons les lavandes, mais le bâtiment qui est au centre de la photo est un bâtiment qui exprime la présence humaine, la présence de l'homme, mais sans l'homme. Et en tout cas, sans l'homme du XXIe siècle. Bon, c'est une carte postale de la fin du XXe siècle, on ne va pas chipoter sur quelques années, sans la présence de l'homme actuel. Et vous voyez à quel point on a peut-être choisi cette caselle, cette cabane de pierre sèche, dans un état de décrépitude, dans un état de presque ruine. Il y a une intensité dramatique dans le paysage qui vient de cela. Passons dans le département du Lot, même chose. La vigne, le pigeonnier. Et vous vérifiez bien, à travers le pigeonnier, à travers les fenêtres, on voit bien la végétation qui se trouve à l'arrière. Il faut absolument que ce pigeonnier soit non seulement inhabité, mais inutilisable, et pratiquement au moment du basculement. Donc je reviendrai à plusieurs reprises sur ce moment du basculement. Le moment il n'est pas encore en ruine, mais il n'est plus en activité, il est entre deux états. Nous étions dans des départements ou des régions de France où l'agriculture est une agriculture, l'économie agricole est en difficulté, donc on peut peut-être comprendre que l'expression de la qualité des paysages mette au premier plan des vestiges d'une activité passée, mais qui est aujourd'hui en mutation. Voilà un paysage du département du Gers, où là, vous voyez, l'effet graphique est tout à fait remarquable, le photographe est très bien. Il y a une habitation, elle est ici, dans l'ombre. Il y a bien une habitation, il y a un pavillon. Vous ne le voyez pas sur la photo, le photographe a pris soin de l'effacer complètement, de façon à ce qu'on ne voit pas sur la photo la moindre trace d'une présence humaine. Pourtant, là, la culture, je ne sais pas si c'est des melons, probablement des melons ou un maraîchage quelconque, peut-être des fraises, la culture est tout à fait dans l'actualité. Vous avez des serres plastiques, et donc là, on est tout à fait dans le XXe siècle ou le XXIe siècle. Je vais en finir avec les cartes postales, avec celle de Lectoure. Alors Lectoure, là vous avez une carte postale, le Gers, où le photographe, là, a été confronté à une difficulté. La difficulté, ça a été de montrer la ville, de montrer le paysage, sans montrer le paysage. Donc il s'est servi d'un champ de colza, dont il a fait un premier plan, très graphique, et à l'arrière-plan, vous avez juste la silhouette de la ville. Quel a été le problème de cadrage du photographe? Son problème de cadrage, c'est ça. Voilà la ville de Lectoure, et vous voyez tout autour l'extension pavillonnaire, qui est la ville actuelle. C'est l'extension urbaine de la ville de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Et ça,
le problème du photographe, ça a été qu'on ne le voit pas. Alors j'ai d'autres photographies avec des cadrages serrés, il y a des arbres, il y a tout ce qu'on veut, enfin il y a vraiment les photographes ont développé des trésors d'imagination pour montrer les tours sans montrer ce que vous voyez ici. Donc là, on prend conscience, quand on voit ça, de la difficulté qu'on a lorsqu'on va vous poser la question, comme on me l'a posé d'ailleurs à Lectoure, de protéger le paysage. Protéger le paysage, oui, mais de quoi? Donc là, on comprend bien qu'il y a une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire qu'il y a des élus qui font un plan d'urbanisme, qui répartissent les maisons individuelles sur le territoire, donc qui essayent de faire le bonheur individuel du plus d'électeurs possible ou d'habitants possible, on ne va pas être cynique, mais ils demandent à l'architecte de les retenir et de dire « mais retenez-nous, parce que ça, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le montrer ». D'ailleurs, les élus de toutes les villes du Sud-Ouest que je connais bien, au moment des élections, se font photographier non pas devant leur lotissement et leur zone artisanale ou industrielle, ou devant leur supermarché, mais devant l'église, en plan rapproché, dans le cloître, devant une vieille ferme, etc. Donc il y a quelque chose il y a un divorce, il y a un malaise, il y a une difficulté de vivre aujourd'hui le paysage que nous produisons quotidiennement, et il y a le respect que nous portons, et la protection que nous voulons apporter, c'est sur un paysage d'hier, un paysage éternel, un paysage immuable, dont on ne supporterait pas qu'il soit en mutation. Là, voilà une photo qui n'a pas un grand intérêt. C'est une photo de travail qui sert simplement à délimiter, à prendre conscience, à travailler sur les masses boisées et les masses paysagères. Et en regardant cette photo, je me disais, tiens, cette photo, en fait, il y a quelque chose qui est insupportable et qui fait qu'elle, outre que ce n'est pas une bonne photo, mais supposons que ça soit une bonne photo, elle ne pourrait pas être publiée parce qu'il y a un fil électrique. Le fil électrique est insupportable pour un livre, pour une carte postale, pour un film, pour n'importe quoi, pour un tableau, pour n'importe quelle représentation, parce qu'il vient créer une sorte d'anachronisme paradoxal, c'est-à-dire c'est cet élément qui amène, on a un premier plan avec une ferme du XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe ou du XIXe siècle, donc qui est un objet du passé, et l'objet d'actualité, qui est le fil électrique, est vécu comme un anachronisme dans la photo. C'est extraordinaire, que c'est ce qui est actuel qui devient anachronique. Donc on va s'efforcer de gommer, on va chercher l'angle qui fait qu'on ne verra pas le fil, on va monter sur le toit de la voiture, alors ça c'est un vieux truc, pour passer au-dessus, passer en dessous, etc. Mais voilà, or ce fil électrique, c'est justement lui qui permet à des personnes de continuer à habiter dans la maison rurale. C'est lui qui retient la vie dans les lieux. Et c'est lui qui est insupportable sur la photo. Donc voilà notre problème. Alors bon, je vous passe les éoliennes. Là aussi, là nous sommes à Avignonnet-Lauragais. J'espère que je n'ai pas fait de faute à Avignonnet. Au dernier moment, je ne me souviens plus s'il faut 2 N ou un seul N. Bon, on ne sait pas. Mais au lieu du catharisme, et là, vous avez exactement à 501 mètres du monument historique, puisqu'on ne peut pas les mettre dans le périmètre de protection de 500 mètres, le cortège des éoliennes, qui fait qu'il y a une certaine dimension épique, je trouve, voilà, est-ce que c'est véritablement quelque chose d'insupportable? Si je vais voir un éditeur de cartes postales et que je lui amène cette photo, je pense que je prends la porte dans les 30 secondes. Il ne va pas vouloir entendre parler. Donc voilà, on a ce problème-là. La dernière présentation que j'avais faite, on avait parlé des maisons et des paysages du Quercy, on a vu ces 2 photos, mais c'est exactement le même problème. Dans le dernier livre qui est paru sur les maisons et paysages du Quercy, la couverture représente un bâtiment de ferme du XVIIIe ou du XIXe siècle, avec un cadrage tellement serré au téléobjectif qu'on ne voit aucune trace de présence humaine sur la photo. Mais si on avait voulu représenter une maison rurale véritablement de la fin du XXe siècle ou du XXIe siècle, une de celles qu'on voit partout, une de celles qu'on produit en quantité, une de celles qui correspond à la véritable vie
rural du département du Lot, on aurait dû montrer la photo que vous voyez en bas, et cette photo, elle, il se trouve qu'elle n'est pas montrable. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à cette photo? On va lui reprocher à gauche le bouleau. On est en plein cause du Quercy. Il est hors de question d'avoir un bouleau. Un bouleau, c'est un arbre des montagnes, c'est un arbre des pays tempérés. C'est pas un arbre des coteaux jurassiques du Quercy. Il y a ici vous voyez, c'est l'éclairage, le lampadaire genre Pont-Neuf parisien. Vous avez l'antenne parabolique, ici. Vous avez les agrès avec la petite fille habillée en rose en survêtement. Vous ne pouvez pas mettre ça sur une carte postale, c'est absolument impensable. Pourtant, c'est la vie et il y a le 4x4. J'en passe, hein. Il y en a d'autres. Si on commence à examiner la photo de près, on va voir qu'il y a la panoplie complète de ce qui ne doit pas figurer sur une photo représentant un paysage rural du département du Lot. Dans aucune revue touristique, dans aucune carte postale. Ça, ce n'est pas une carte postale, mais ça pourrait en faire une. Les moissons, j'ai trouvé ça sur Internet la semaine dernière, en tapant sur Internet « Agriculture Gers ». Et je suis tombé sur cette photo. Et je me suis dit, ben voilà une photo qui pourrait faire une carte postale. Et en fait, je pense que ce serait acceptable. Mais vous avez ici l'étendue donc c'est une photo qui représente les moissons, l'étendue cultivée, une machine absolument phénoménale, monstrueuse, une moissonneuse comme peut-être on a l'impression que c'est une scène américaine, mais vous n'avez personne dans la moissonneuse. C'est-à-dire les conducteurs sont masqués. On devine bien une silhouette, mais c'est une espèce d'engin comme ça, intemporel, et qui fait que la photo, finalement, pourrait être acceptable pour faire une carte postale. Mais ça ne fait pas une carte postale. Voilà. Et pourtant, ça, c'est la vie. Ça, c'est la réalité des paysages du sud-ouest dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est ça. L'acteur, il est là. Bruegel aurait peint les moissonneurs habillés en costume de l'époque, en train de moissonner, tels qu'ils sont. Et n'importe quel peintre aurait fait ça. N'importe quel photographe du XIXe siècle aurait peint les agriculteurs, les moissonneurs, dans leur habit de l'époque, sur le vif. Là, le voilà. Et bien, lui, il ne passe pas. Donc, voilà comment j'appréhende la question. Donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a besoin d'une représentation du paysage qui est celle d'un paysage immuable, d'un paysage qui est définitivement fixé. Et effectivement, on comprend bien la question de la protection du paysage. Si le paysage est immuable, s'il a quelque chose, une dimension d'immuable, on peut protéger, on peut conserver cet aspect du paysage, cet aspect intemporel ou immuable. Mais il se trouve que le paysage n'est pas immuable et qu'il est en constante évolution. Si vous prenez cette photo, celle-là, elle est pas mal, c'est moi qui l'ai faite. Donc ce n'est pas une carte postale, mais ça pourrait, qui représente un paysage typique du département du Lot. Vous avez une combe, donc une vallée sèche, avec des versants boisés absolument homogènes, impeccables, couverture de chênes. Et là, vous avez un paysage tout à fait convenable pour une carte postale. Mais si par malheur, ce qui est arrivé, un incendie se produisait et dévastait les pentes boisées, ça révélerait ceci. C'est-à-dire que sous la couverture boisée apparaîtraient des murets de pierres sèches qui délimitaient autrefois des vignobles. Et ces vignobles, on sait qu'ils ont disparu après le phylloxéra, après environ 1880, et qui se sont maintenus à peu près jusque dans les années 1920. Ils ont été remplacés à certains endroits par des truffières, à d'autres endroits, ils ont été remplacés par de la couverture forestière. Donc, ce paysage qui paraît intemporel, immuable, on a l'impression quand on voit la photo que ça a toujours été comme ça, en fait, il y a moins d'un siècle, c'était ça. Et quelques années après l'incendie, la forêt reprend et commence à, de nouveau, réenvahir le paysage de murets de pierre sèche. Donc le paysage que nous apprécions dans la photo de la combe de tout à l'heure, c'est un paysage qu'on peut situer très précisément dans le temps. C'est un paysage de la fin du XXe siècle,
et qui est consécutive à la crise du phylloxéra du début du XXe siècle. Alors, même chose, par exemple, la vallée du Lot ou la vallée de la Dordogne, qui sont très bien vendus au tourisme fluvial, à la baignade. Les gens qui se baignent dans ces fleuves, dans ces rivières, ont l'impression de tourner à Guiré ou Fitzcarraldo, d'être sur l'Amazone. On est dans un milieu totalement naturel, mais en 1900, c'est ça. Donc ce milieu naturel, c'est un, il n'est pas naturel, deux, il est récent. Il s'inscrit d'une façon tout à fait précise dans l'histoire. On comprend bien, j'ai pris ça chez le dentiste, il y avait des revues, et voilà. Et c'est dans une revue de dentiste, je ne sais pas laquelle, mais vous voyez très bien où est le problème. La forêt française à la fin du XVIIIe siècle, donc la source c'est l'INRA et l'IGN, vous avez la carte du haut, la forêt française aujourd'hui, vous avez la carte du bas. Donc il est évident que notre espace forestier gagne aujourd'hui en quantité, que s'il gagne, c'est au détriment évidemment des anciens espaces agricoles, des espaces cultivés. Et donc là, on va y revenir sur cette question-là, c'est une question fondamentale. Et par ailleurs, l'espace naturel, la forêt dont on a l'impression qu'elle date de Parsifal et de la plus haute antiquité médiévale, n'est pas un espace naturel, c'est un espace récent. Ce sont des forêts qui ont remplacé un espace dans lequel il n'y avait pas de forêt. Une autre revue qui m'est passée dans les mains, une revue pyrénéenne, montre ces deux photos. Vous avez ici à Unac en Ariège la photo de l'état du paysage en 1900 et vous avez le même endroit avec le village qui se trouve ici, l'église est derrière les arbres, aujourd'hui. La légende est intéressante, la disparition du paysage rural traditionnel. Il y a deux mots qui sont intéressants dans cette légende, c'est la disparition. Rien n'a disparu, il y a toujours un paysage. Il est là, il n'y a pas de disparition. Mais le ressenti de l'auteur de l'article, c'est qu'il y a une disparition. Et puis, il y a le mot traditionnel. Mais traditionnel de quand? Comme si les traditions, on l'a vu pour les maisons rurales, la tradition était immuable. Que le paysage traditionnel était un paysage de toujours. Non, ce n'est pas un paysage de toujours. Traditionnel, pour quelqu'un qui est un praticien, ça n'a pas beaucoup de sens. La tradition d'une époque. Je suppose que c'est le paysage traditionnel de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle dont l'auteur de l'article voulait parler, c'est-à-dire un paysage qui est inscrit dans le temps et qui n'a pas toujours été celui-ci. Alors vous avez aujourd'hui des spécialistes qui font des études de palynologie à partir de l'étude dans les couches géologiques, dans les sédiments, dans les remblais qui étudient les pollens, et qui peuvent... il aurait fallu que je retrouve ces revues qui passent dans les mains et puis qui ne font que passer, mais dans lesquelles on vous explique que le paysage a changé, a connu des mutations absolument phénoménales au cours des siècles, et des siècles historiques. On ne parle pas de la préhistoire et on ne parle pas non plus des temps géologiques. On est à l'époque historique. Et nous assistons, de fait, à des mutations absolument fondamentales. Vous voyez ici, à Baudéan, dans les Hautes-Pyrénées, le paysage en 1900 et le paysage tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui est apparu, c'est une couverture végétale qui s'est emparée d'anciens espaces cultivés et des maisons, des petites maisons blanches, qui se sont dispersées un peu partout sur les anciens espaces cultivés, qui étaient eux-mêmes, qui portaient eux-mêmes un habitat dispersé déjà, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui du mitage. À Cahors, je suis tombé sur cette photo à propos d'un travail sur le secteur sauvegardé, et ce n'est pas du tout notre problème, c'était la disparition du pont Neuf, qui a été détruit en 1906, qui était un monument absolument fondamental. Mais à l'arrière-plan, ma maison est ici, donc je l'ai sous les yeux quotidiennement. Il y avait ces collines que les géologues appellent des dônes, et qui étaient entièrement recouverts de cultures. Là, vous voyez encore les rangs de vignes qui sont ici.
vous avez comme repère le clocher de l'église qui est derrière le pin, et voilà ici le même clocher de l'église, et avec là des résineux qui ont commencé à gravir sur les pentes, et là vous avez des genévriers qui sont la marque de l'abandon, de la déprise agricole, de l'abandon des anciens terrains calcaires de Causse. Donc vous voyez à quel point ça va vite. Je n'ai pas pris les photos les plus spectaculaires, mais vous avez des photos extrêmement spectaculaires sur la vallée du Lot. J'ai un ami qui vient d'acheter une maison qui domine Montcabrier, donc c'est c'est sur la vallée du Lot. C'est une maison extraordinaire, au milieu d'une forêt d'arbres, qui sont des chênes mais monumentaux, qui font plus de 1 mètre, les troncs font plus d'1 mètre de diamètre, et qui font 15 mètres, 20 mètres de haut pour certains. Donc il est dans une forêt, et le vendeur, qui est quelqu'un qui a mon âge, exactement, qui a 63 ans, a montré une photo de la maison, et il est sur la photo, il avait 12 ans, il n'y a pas un arbre. Donc là, c'était sidérant de voir à quel point, sur un terrain qui est supposé aride, sur lesquels les arbres, on dit que les arbres sont rabougris, qui mettent 1 siècle pour atteindre 3 mètres de haut. Non, là, ce sont des arbres qui ont poussé, telle une forêt rhénane, en très peu de temps, et qui ont totalement changé le paysage. Donc à partir du moment où on prend conscience que le paysage est en constante évolution, et il évolue sous nos yeux, la question qui consiste à préserver, à conserver un paysage, à protéger un paysage, va sous-tendre une autre question qui est celle de l'état de référence. Si je reviens à la photo de Cahors et qu'on me dit protéger le paysage, quel paysage? Celui actuel ou celui de 1900 ou celui qui correspond à l'architecture rurale, c'est-à-dire du milieu du XIXe siècle, ou celui qui correspond à l'époque du pont, c'est-à-dire du milieu du XIIIe siècle? De quel paysage veut-on parler? Quel est le paysage qu'on veut conserver? Quel est l'état sur lequel on veut faire l'arrêt sur image? La question est bien là, donc c'est l'état de référence. C'est une question qui se pose pour l'architecture d'une façon courante. Lorsque nous expertisons, nous architectes du patrimoine, une maison, qu'on veut restaurer, c'est une maison peut-être du XVIe siècle, remaniée au XVIIIe, remaniée au XIXe, avec quelques accros au XXe siècle, et le travail consiste à définir quel est l'état de référence qui va nous guider dans la restauration ou dans la conservation. Il y a des apports, comme le dit très bien la Charte de Venise, il y a des apports de l'histoire qui ne sont pas tous à conserver. Il s'agit de conserver, de prendre en considération les apports valables de l'histoire. Donc il y a des apports qui ne sont pas valables. Il y en a qu'on va considérer comme des dégradations. Et donc il faudra revenir sur ces dégradations en fonction d'un état de référence. Ici, vous avez une vue de la place de Montpazier, qui est une bastide fondée en 1284 par les rois d'Angleterre, enfin du moins par les ducs d'Aquitaine, ils étaient accessoirement rois d'Angleterre. Et si l'on voulait se lancer dans la protection ou la restauration de la ville telle qu'elle était en 1284, on serait bien ennuyé. Parce que vous avez ici, à gauche, une maison du début du XIXe siècle. Là, vous avez une maison de la fin du XIXe siècle. Elle paraît médiévale, mais c'est Viollet-le-Duc qui l'a faite. Donc il l'a entièrement refaite. Là, vous avez une maison médiévale, mais refaite au XVIe ou au XVIIe siècle. Celle-ci a été refaite à la fin du XVe siècle. Celle-là est du XVIe ou du XVIIe siècle. Voilà, on a des états successifs, une stratification qui s'est construite, et donc, par rapport à cet état des lieux, il faut arrêter l'état de référence. Celui qu'on va choisir pour dire, voilà l'état dans lequel on veut conserver les lieux. Mais dans le cas de la ville, de la place de la Bastide de Montpazier, j'ai un problème finalement assez simple. Une fois que les maisons auront été restaurées, et d'ailleurs, ce n'est pas une fois qu'elles auront été restaurées, elles ont été restaurées, et elles sont maintenant conservées. Vous avez une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, vous avez des monuments historiques, des périmètres de protection, tout ça est extrêmement surveillé, mais c'est un espace minéral, et bien qu'il soit habité, il y a quand même des rideaux aux fenêtres, il y a des volets, il y a des traces de vie, c'est des maisons habitées. On peut fossiliser les choses dans l'état.
on va dire qu'il sera hors de question de mettre des contrevents roses ou bleu marine ou vert, je ne sais pas, qu'il n'y aura pas d'antenne parabolique sur les toits. On pourra dire des tas de choses, qu'il est hors de question de repercer une baie vitrée au milieu de la façade. Bon, on peut faire des tas de choses mais le problème est relativement simple. Mais pour le paysage, le problème est plus complexe, pas parce qu'il y a une complexité d'échelle, mais parce qu'il y a une complexité de concept. Alors il m'est arrivé de travailler à Collonges-la-Rouge, c'est un site classé. Et où voilà la question qui m'a été posée, c'est celle que j'abordais au début. Monsieur l'architecte, nous avons un paysage remarquable qui a abouti à ce qu'on classe le site au titre des... Donc on classe Collonges au titre des sites, et il nous faut un cahier de gestion, il nous faut un outil réglementaire qui permettent d'éclairer le ministre dans son entreprise de protection du site, puisque la protection du site classé revient du ministre, relève du ministre. Collonges, la Rouge, c'est quoi? On est en Corrèze, c'est un village archétypique. Alors, outre le fait que les maisons sont rouges, elles sont construites en grès rouge, ce qui provoque un effet de contraste tout à fait saisissant avec l'écrin de verdure, on a un village archétypique, c'est-à-dire le village avec le clocher de l'église. J'ai perdu ma souris, la voici. Les maisons qui sont regroupées autour, il n'y a pas grand-chose qui dépasse. Vous avez des noyers, donc des vergers, des noiseraies qui sont autour. Vous avez un écrin de verdure sans accroc sur l'arrière. Bon, voilà. En fait, le site qu'on veut protéger, on se rend bien compte de ce que c'est. Mais si on regarde de plus près, on est un peu gêné, parce que Collonges-la-Rouge, en fait, a été au XIXe siècle Collonges-la-Blanche. On a le même problème qu'à Montauban, insoluble, de comment traiter la place nationale de Montauban, qui est en briques, que tout le monde voit en briques, et qui a été enduite, ou pas. On ne sait pas, finalement. Ou Toulouse, même chose. Et là, ce qui ravit tout le monde à Collonges, ce sont ces joints blancs qui contrastent avec la pierre rouge, mais ces joints blancs sont les vestiges des enduits qui se sont dégradés. Voilà les enduits en train de se dégrader, et il va rester, vous voyez ici, les joints blancs. Mais là c'est terrible, parce que ce qu'on veut protéger, ce qu'on veut conserver, c'est un moment donné de l'état d'érosion. Parce qu'il est évident que ces joints-là, aujourd'hui, si on veut refaire les mêmes, parce qu'un jour ils vont tomber complètement, il faudra les refaire. Il faudra refaire des joints non pas tels qu'on les aurait fait au XIXe siècle, mais tels qu'ils étaient dans les années 70 ou 80, 1970 ou 1980, alors qu'ils avaient commencé à s'éroder, qu'ils avaient commencé à tomber. Aucun maçon n'est capable de faire ça. Il faut un artiste. Il faut un faussaire, il faut un décorateur de cinéma pour faire ça. Mais les maçons ne peuvent pas. Les maçons vont faire des joints normaux et des crépis normaux. Ils vont produire du paysage normal. Et là, on a une véritable difficulté. Même la difficulté va consister à, je ne sais pas par quel moyen, fossiliser l'état ici de dégradation commencé, en conservant ce qui reste d'enduit blanc comme une sorte de relique précieuse, en se gardant de remettre le bâtiment tel qu'il aurait dû être, c'est-à-dire avec sa couverture totale de crépi. Autre surprise, Collonges-la-Rouge. Je vous rappelle l'image. Voilà, on a l'impression que le village est hérité directement de l'époque des bénédictins qui ont construit l'abbaye, c'est-à-dire qu'on a l'abbaye au milieu de sa clairière monastique. Mais voilà l'analyse du plan du village. En jaune, c'est ce qui a été détruit depuis le milieu du XIXe siècle, et en bleu, c'est ce qu'on a construit à neuf depuis le milieu du XIXe siècle. Le village immuable n'a rien d'immuable du tout, c'est presque un village neuf, qui s'est reconstruit sur lui-même, qui s'est détruit sur lui-même, qui s'est reconstruit sur lui-même. Et c'est à lui qu'on prête aujourd'hui les vertus d'un paysage remarquable. Alors, dans la campagne de Collonges, voilà un petit manoir qui est encore recouvert de ces crépis blancs, les toits d'ardoise, et vous avez ici, à l'arrière-plan,
l'écrin, alors c'est une photo ancienne, c'est une photo que j'ai prise dans le livre sur les 100 plus beaux villages de France. J'aurais dû le citer d'ailleurs dans la légende, mais j'étais plus très sûr. Et donc c'est une photo qui date des années 1960, peut-être 60, 65, 70, dernier carat 70. Vous voyez déjà ici, derrière le manoir, là, les anciennes parcelles cultivées, qui étaient des parcelles de vignes, qui sont enfrichées, qui sont en train de se fermer, avec des genévriers, des arbustes qui poussent. Ici, vous aviez quelques cultures peut-être en terrasse avec un bocage, un réseau de haies transversales. Ici, vous aviez également les vestiges de l'ancien vignoble. Là, on voit que le paysage, dans les années 60-70, est en pleine mutation. Et effectivement, l'arrachement des vignes, le phylloxéra frappe en 1880, les vignes se maintiennent jusqu'en 1925, 20-25. En 25, on arrache les dernières, sans regret. Il semblerait que le vin de Collonges-la-Rouge n'était pas... C'est un vin blanc qui n'a pas... qui ne figurerait pas sur les bonnes tables de restaurants de la région aujourd'hui. Ce qui reste comme vestige de ce paysage donc des années 20-25, qui s'est arrêté dans les années 20-25, c'est une parcelle de vigne et les treilles qui ornent aujourd'hui les maisons du village, qui sont donc des vestiges d'une ancienne activité viticole, des vestiges cicatrisés, qui a été sinistrée. Après le phylloxéra, les noiseraies, donc les plantations de noyers, ont pris la relève. Elles se sont installées en plaine, et non pas sur les coteaux, aux endroits où il y avait eu jusqu'à présent uniquement de l'élevage. Mais même ces noiseraies, si on fait un repérage sur la carte IGN de 1987 et la carte IGN des années 2000, on s'aperçoit que les noiseraies ont reculé. Donc, toutes celles qui sont en vert sont les noiseraies qui ont disparu aujourd'hui. Autre paradoxe, l'affiche. La disparition de vignoble, 1925. L'affiche, 1932 ou 1933. Là, vous avez quelque chose d'extraordinaire parce que l'affiche représente déjà Collonges en rouge. Donc les enduits sont déjà suffisamment tombés pour qu'on représente essentiellement le matériau de construction, le substrat. Mais vous avez une affiche des circuits automobiles qui représente en principe, il y a une Hispano-Suiza, il y a une belle voiture décapotable avec des personnages, des bourgeoises avec chapeau, etc. Non, là vous avez un attelage de bœufs. C'est-à-dire que dès 1933, le village de Collonges, le bourg de Collonges, est représenté comme un bourg hors du temps, qui est sorti de l'économie qui pourtant prône les chemins de fer Paris-Orléans, les circuits automobiles, c'est-à-dire l'affiche de la modernité des années 30, et qui représente Collonges déjà comme un village qui a été abandonné par l'évolution et qui est devenu intemporel, hors du temps. Pourtant, il y a eu le chemin de fer à Collonges, voilà la gare, ce qu'il en reste, elle est devenue une sorte de guichet touristique, et on sait qu'effectivement, après la gare a été ouverte, la ligne ferroviaire a été ouverte en 1912, et à la suite d'un accident ferroviaire assez grave, a été fermée en 1932. Collonges-la-Rouge, site classé, 1927, c'est le moment du basculement où se crée l'association des Amis de Collonges, qui vont travailler à la reconnaissance du site et qui vont aboutir seulement en 1942 à l'inscription et en 1996 au classement. 1925, arrachage des vignes. 1933, l'affiche. 1932, le dernier train. On voit qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que le paysage qui était l'objet de notre attention à Collonges est un paysage qui s'était forgé après les années 1880, après la crise du phylloxéra, et qui a intéressé les Collongeois 40 ans ou 50 ans plus tard, en 1932, alors que ce paysage n'était plus un paysage neuf, le paysage recréé à partir de 1880, mais un paysage recréé qui avait déjà vécu.
et qui était lui-même au moment du basculement, c'est-à-dire au moment où il allait ne pas pouvoir rentrer dans la modernité. Alors c'était très intéressant de voir qu'il y a eu plusieurs phases dans la prise de conscience de la valeur paysagère de Collonges. Il y a la phase 1930 qui est absolument décisive. Alors je vous le dis tout de suite, cette prise de conscience qu'on a faite collectivement avec les élus, avec les habitants, avec l'association des Amis de Collonges, dont la personne la plus importante a été l'acteur Maurice Biraud pendant de longues années, et sa femme était toujours là donc, dans les années 2000 pour conduire l'association, c'était qu'effectivement, ce qui intéressait tout le monde dans la préservation du site de Collonges, c'était ce moment de basculement des années 30. Et que peut-être la façon de traiter le paysage, c'est d'essayer de fixer le moment du basculement, les années 30, de fixer cet état de référence. Mais il y a un deuxième état de référence qui vient par la suite, c'est celui des années 70, c'est-à-dire que ce paysage qui a continué à évoluer lentement jusque dans les années 70, les gens qui me posaient la question finalement de protéger leur paysage dans les années 2000, en 2002, étaient les gens qui avaient 17 ans en 70, quelque chose comme ça. Ce n'étaient pas ceux qui avaient connu le site dans les années 30. Et leur état de référence, c'était grosso modo celui où ils ont été jeunes, où ils ont parcouru la campagne en vélo, à 17 ans ou 18 ans, où ils ont été amoureux, ou enfin bref, voilà. Et c'est ce moment particulier dans leur vie qui font que ces quinquagénaires ou sexagénaires des années 2000 ont posé la question de la préservation du paysage qu'ils ont connu, eux. L'état de référence, c'est celui qu'ils ont connu, eux, 30 ans ou 40 ans auparavant. Alors voilà, le travail qu'on est amené à faire, c'est pas du tout un travail d'architecte, ça c'est... bon, mais voilà, on est obligé d'en passer par là pour essayer de cerner la question. Qu'est-ce qu'on veut protéger quand on protège un site comme celui de Collonges ? Alors, par ailleurs, évidemment, il y a des cibles qui sont parfaitement cernées. L'habitat pavillonnaire, l'allée bordée de résineux, la pression touristique. Effectivement, le site est reconnu, donc il y a le problème de la circulation, du stationnement au début du XXIe siècle. Mais aujourd'hui, le paysage de Collonges, c'est ça. Et c'est celui, indépendamment de la gêne, il y a une véritable nuisance. Mais là, il n'y a aucune nuisance. Hein. Il est évident que la personne qui a construit cette maison, il a sûrement respecté à la lettre les consignes de l'architecte des bâtiments de France. Il l'a construite en grès rouge, donc avec un toit d'ardoise. Peut-être qu'il aurait pu aller moins fort sur le blanc des volets, mais ça, c'est pas très grave. En fait, il est irréprochable, mais il a été considéré comme une nuisance parce qu'il n'était pas intégrable dans l'image que le commanditaire se faisait du site tel qu'il est digne d'être préservé. Ce qui n'est pas le cas des voitures qui, elles, sont une nuisance quotidienne. Donc, ce qui est intéressant à Collonges, c'est ce moment du basculement. C'est celui qui nous intéresse finalement le plus généralement, c'est-à-dire le moment où on voit bien un paysage qui s'est construit, par exemple ici, le Causse de Gramat, lui aussi est un rescapé du phylloxéra, qui s'est reconstruit. Il y avait une activité moutonnière, un élevage ovin très important avec des transhumances qui lui-même a disparu totalement disparu avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce paysage qui a construit des réseaux, et des kilomètres de réseaux de pierres sèches, qui a reconstruit ses maisons dans les années 1890-1900, et qui était un paysage totalement anthropisé à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'est dans l'état où on le voit ici qui commence à nous intéresser, c'est-à-dire avec la nature qui commence à reprendre ses droits, les murs qui commencent à s'effondrer. Là, ma photo est pas si bien choisie que ça, parce que ce mur-là vient d'être fait. Mais bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Les haies d'aubépine qui commencent à prendre la place des anciens murets. Là, on voit bien que le réseau à poteaux bois est obsolète. On voit un monde qui bascule.
Et c'est ce moment du basculement qu'on aimerait saisir et conserver. Même chose ici à Espédaillac, on est toujours sur le causse de Gramma. Voilà, ce qui fait l'intérêt de la photo, ce ne sont pas les murs tels qu'ils auraient été, tels qu'ils étaient quand ils étaient neufs, à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, c'est tels qu'ils sont aujourd'hui. Et qu'ils ont commencé à vieillir, ils ont pris des rides, qui ont été marqués par le temps, mais qui ne sont pas complètement effondrés. Parce que là, on voit très bien ici ce qui arrive, ces murs, dans 15 ans ou 20 ans, seront totalement effondrés. C'est ce moment-là que l'on veut conserver. Ça m'a fait penser à une photo que j'avais vue dans une exposition d'un photographe qui s'appelle Stéphane Couturier sur les paysages urbains. Et son expo, c'était les paysages urbains. Ce n'était pas les paysages urbains en mutation, c'est moi qui interprète maintenant. Mais voilà ce qu'il nous présentait comme paysage urbain, c'est-à-dire, vous avez ici un paysage urbain avec des fenêtres en PVC, des maisons habitées, et ici, on voit cette maison qui se détruit, mais qui ne se détruit pas parce qu'elle est obsolète et que c'est l'usure qui l'a fait tomber, non. Elle va être remplacée par une maison neuve. Donc on est au moment de la mutation. C'est ce moment précis qui nous intéresse. Voilà, donc quelques photos ici du moment où le point de basculement a été dépassé. Donc là, la photo devient triste, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie de conserver ce paysage-là. On peut à la rigueur le photographier, on peut le peindre, on peut en faire une belle photo, en la cernant de blanc, ça va à peu près, mais on n'a pas envie de conserver cet état-là du paysage. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le moment de la mutation. Mais la mutation elle-même, est-ce qu'on lui prête des vertus? Et en fait, on va voir que c'est cette mutation que justement on n'accepte pas. Donc c'est le moment du passage d'un état à un autre qui fait valeur, mais le nouvel état, lui, ne fait pas valeur. Et ce qui est la mutation du paysage, c'est ce qu'on habille habituellement des termes péjoratifs de mitage et banalisation. Qu'est-ce que c'est que le mitage et la banalisation? C'est par exemple l'enraisinement en layons. L'enraisinement en layons, c'est une nouvelle forme de boisement. On n'est plus dans l'économie forestière du XIXe siècle. On est dans une économie de rentabilité libérale. Il faut faire de l'argent, on a besoin de bois. Peut-être que demain, d'ailleurs, on va, comme on est écologiste, on va se chauffer au bois, donc il faudra de plus en plus de bois. Les résineux poussent vite. Il y a un bon rendement. C'est peut-être pas la meilleure des idées d'aller planter des résineux sur des sols calcaires du Lot, parce que c'est pas le meilleur terrain pour ça. Mais bon, voilà, ça marche, la preuve. Là, vous êtes dans un site qui pourrait être classé, qui est celui de Saint-Cyr-la-Popie. Autre mutation, la déprise agricole. Alors l'enraisinement est éventuellement le résultat d'une déprise agricole lui-même. C'est-à-dire qu'ici, ces forêts de résineux n'ont pas nécessairement pris la place d'anciennes forêts de feuillus, mais ont pu prendre la place d'anciennes cultures ou d'anciens parcours à moutons. Ici, on voit bien ce qui se passe. Là, il y avait une exploitation agricole, probablement des vignes, on est à Cap-de-Nac, et à vendre, terrain à bâtir avec certificat d'urbanisme, s'adresser à... Bon, c'est pas la peine de noter le numéro de téléphone, la photo à 15 ans maintenant. Mais on voit bien, là, voilà, la déprise agricole, le terrain agricole ne porte plus de vignes, on ne sait plus trop quoi faire à la place, la parcelle fait peut-être moins d'1 hectare, 600 mètres carrés, peut-être un peu plus, 2 hectares, 2-3 hectares, et le bâtiment agricole était obsolète, s'est effondré, et après tout, la rentabilisation du terrain, qui fera un héritage pour les enfants, c'est d'en faire un terrain à bâtir, pour peu que les édiles locaux, quand ils font leur PLU ou leur plan d'occupation des sols, acceptent que ces terrains qui sont sur des pentes et qui dominent l'ensemble de la vallée du Lot puissent être des terrains à bâtir, ben voilà une reconversion en fait. C'est ça qu'on appelle le mitage pavillonnaire. Alors voilà d'autres exemples. Là, vous avez à l'Albinque. Alors on va rester dans le département du Lot parce que c'est là que j'ai mon activité et donc que j'ai les exemples qui me sont tombés sous la main. Voilà un pigeonnier tout à fait remarquable qui avait été menacé par l'activité agricole. On voit bien que les labours
ici, ont laissé un espace vital autour du pigeonnier le plus restreint possible. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est l'abandon de l'exploitation agricole et la transformation du terrain agricole en lotissement. Donc voilà le lotissement. Ici, vous avez le pigeonnier, le voici ici, et voilà le panneau publicitaire, le lotissement du pigeonnier. Donc on voit très bien que là, on n'a pas seulement un problème de mitage pavillonnaire, d'extension pavillonnaire dans des anciens terrains agricoles, mais on va avoir un problème de banalisation, c'est-à-dire d'intrusion d'un langage technique, d'un langage architectural, d'un langage culturel étranger à celui qu'on aimerait voir accompagner le pigeonnier. Pourtant, les gens qui vont acheter les lots vont être ravis d'avoir le pigeonnier, ça, j'en suis persuadé. Voilà d'autres exemples. Alors j'en ai pris quelques-uns. Ici, dans un milieu naturel qui est une combe, donc une combe c'est une vallée sèche, une sorte de reculé, où voilà ici quelqu'un qui a construit sa maison de campagne sur une sorte de mode féodal. Donc voilà, il a mis de la tuile canal, il a tout son petit matériel, c'est-à-dire son antenne de télévision. Donc il a une maison individuelle. Je ne suis pas absolument certain de ce que je vais dire, mais vu la façon dont s'organisent les allées de gravillon, je pense que dans la mode féodale, il y a le garage de la voiture, donc la voiture individuelle, le spectacle individuel. Là, derrière, allez, il y a un saule pleureur, on va parier pour la piscine individuelle, etc. Donc on a un pavillon, une habitation individuelle. Et ce qu'on voit bien, j'oublie, il y a les prunus rouges, il y a tout ce que vous voulez, bon, il y a toute la quincaillerie habituelle. C'est-à-dire que on voit bien que la personne qui a construit cette maison-là, culturellement, n'a aucun lien, aucun rapport avec ceux qui avaient construit le paysage dans les années 1900. C'est une autre société. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est non pas à l'intrusion de quelqu'un qui fait quelque chose de totalement inacceptable, c'est pas quelqu'un qui fait un crime contre le paysage, c'est juste quelqu'un qui amène une autre culture. Et cette culture, elle ne vient pas d'ailleurs. C'est la culture qu'on a vue tout à l'heure dans le pavillon que je vous ai montré tout à l'heure. C'est la culture de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, la culture la plus partagée, partagée par tous. C'est le rêve de tout le monde, en fait. J'oubliais la barrière Chantilly. Le rêve de tous est là. La maison individuelle face au bourg castral du XIIIe siècle, qui, lui, est une construction collective. C'est irréconciliable. On ne peut pas concilier les deux. C'est inintégrable dans le paysage. Et pourtant, ce qu'a construit ce type-là n'est pas monstrueux. D'ailleurs, un petit hobereau du XVIe siècle ou du XVIIe siècle, on peut parier, aurait fait la même chose, avec des techniques différentes, avec une culture différente. Mais il n'aurait eu de cesse, étant prisonnier de la bourgade et de la promiscuité des voisins, que d'aller prendre un peu de distance et de bénéficier de la vue sur le castrum, sur le bourg castral. Donc là, on voit que la mutation, il y a une mutation économique, il y a une mutation de l'ancienne économie agricole qui n'est plus valide, qui ne marche plus. On part d'un paysage qui est une construction collective fait à une époque où 80%, je dis peut-être des âneries, donc c'est des chiffres comme ça qui sont caricaturaux probablement, mais 80% de la population est une population agricole, et aujourd'hui c'est moins de 20%. Donc il y a eu un basculement complet de la société, et il y a eu un basculement complet également de la culture. Entre-temps est arrivée la mondialisation, la télévision, les satellites, le numérique, les portables, etc. Le rêve individuel, du destin individuel, de la maison individuelle, qui est respectable autant que les constructions collectives. Sauf si on prête une valeur fondamentale au collectif et qu'on discrédite a priori l'individuel. Mais bon, là, c'est un sujet qui ne concerne plus l'architecte du patrimoine. Moi, je suis plus compétent pour juger de ça. Je constate que la culture des gens qui habitent à la campagne n'est plus la même aujourd'hui
que celle qui était celle de ceux dont on voudrait conserver ce qu'ils ont construit. Les bâtiments agricoles et les techniques ont changé également. Voilà des bâtiments agricoles qui ne sont pratiquement plus utilisés. Et dans ce paysage du Ségala, qui est la région de Figeac, voilà les nouveaux bâtiments agricoles qui devraient nous ravir. Parce que c'est eux la démonstration que l'activité agricole est encore présente ici. C'est eux la démonstration qu'il y a encore des paysans. Voilà. Mais ils nous paraissent insupportables. Donc on va aller demander à ce paysan d'aller faire, à ce type, d'aller faire des bâtiments couverts de tuiles canal, intégrés dans le paysage, compatibles ABF, Architecte des Bâtiments de France, alors que ce type-là ne sait même pas ce qu'il va cultiver dans 2 ans. Il n'a aucune idée. Si vous lui dites, bon, aujourd'hui il cultive, je ne sais pas, là il fait de l'élevage au vin, il fait un peu de seigle, si vous lui demandez ce qu'il va cultiver dans 2 ans, il n'est pas fichu de vous répondre, il ne sait pas. Donc on ne va pas lui demander. Donc qu'il fasse des bâtiments précaires, c'est pas très heureux dans le paysage, dans notre vision romantique, mais c'est totalement logique. Là, voilà, celui-là, il fait une maison traditionnelle. Elle est dans les formes, elle est irréprochable. Le problème, c'est que son crépi est du prêt à l'emploi, que ces tuiles, c'est des tuiles industrielles, que ces menuiseries sont standardisées, elles sont en bois verni pour les contrevents, et pour les portes de garage, elles sont en PVC. Ben, voilà quelqu'un qui vit avec son temps et qui fait un effort pour reconduire des formes auxquelles il est attaché. Voilà quelqu'un qui aime le paysage du Quercy, qui aime l'architecture du Quercy et qui s'est arrangé pour construire une maison comme celle qu'il aime. Sauf que sa culture n'est plus la même et surtout la culture de son environnement technique est totalement différente. Donc qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire éventuellement de peindre ses volets, de peindre le PVC, de rendre son PVC un peu plus discret. Il a fait un effort sur le crépi, il n'est pas blanc, c'est déjà pas mal. Les tuiles, on va lui proposer des tuiles plates, vieillies à l'ancienne, séchées sur sable, qui vont lui coûter à peu près 4 fois plus cher que celle-ci. Mais on ne va pas lui demander de construire la maison en pierre. Elle sera toujours en brique creuse ou en parpaing aglo. Et la brique creuse et le parpaing aglo, quoi qu'on fasse dessus, ça donne une maison qui a l'air d'une maison en brique creuse et en parpaing aglo, qui ne peut pas avoir l'air d'autre chose. Voilà. Et donc, mais voilà, on en a parlé à le dernier cours public que j'ai donné, cette maison-là fera le bonheur peut-être des archéologues du XXIe siècle, qui diront « Ah oui, mais alors là, c'est un exemple absolument remarquable de la construction du début du XXIe siècle, où on utilisait encore les parpaings agglomérés, etc. » Bon, bref. On aurait aimé conserver cette grange dans l'état où elle est ici, cette grange étable. Alors, ce sont des granges tout à fait remarquables. Vous avez les brebis, ou quand elles sont beaucoup plus grandes, vous avez les bovins qui sont au rez-de-chaussée, et vous avez une rampe avec l'accès du foin, du fourrage à l'étage, avec un petit auvent si on veut mettre une échelle, faire sécher un peu de bois, etc. Mais ces bâtiments agricoles ne sont plus utilisés et ne sont plus utilisables. Trop petits. Aujourd'hui, l'éleveur de moutons, de brebis du département du Lot, il n'a qu'une obsession, c'est être concurrentiel avec ses collègues d'Australie. Il ne s'est pas encore rendu compte qu'il n'y arrivera jamais. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais 80 000 têtes. C'est pas vrai. Mais il pense qu'il peut faire quelque chose. Et cette grange-là ne lui est plus d'aucun secours. Qu'est-ce qu'on peut faire? La convertir en habitation. Alors, ce n'est pas tout à fait la même grange, mais c'est une grange du même type. La convertir en habitation, donc il faut des fenêtres, il faut des lucarnes, il faut une cheminée, il faut des vitres. On n'a pas envie de voir ça. On n'a vraiment pas envie de voir ça. Et pourtant, c'est la réalité. Et du point de vue de celui qui a réaménagé cette grange, il a sauvé une grange. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Quel est l'état de référence qu'on aurait voulu conserver? Est-ce qu'il fallait conserver la grange dans cet état-là? Mais qui la conserve?
Alors l'effet banalisant, c'est pas seulement sur Lagrange. Ce type-là, qui avait les meilleures intentions du monde, il s'est même payé un très beau mur en pierre sèche, il a banalisé la totalité du village, à lui tout seul. Il a fait des dégâts absolument considérables. Donc voilà la perplexité dans laquelle on se trouve. On est véritablement, on a l'impression qu'on est démuni, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Pour autant, si on comprend bien la question, on peut imaginer un certain nombre de stratégies. Des stratégies différentes selon les échelles. C'est-à-dire qu'il faut, à ce moment-là, morceler la question et la diviser en sous-questions. Les stratégies, une première sous-question, c'est on peut prendre à part ce qu'on considérait autrefois comme des monuments naturels, ou qu'on considérait aujourd'hui comme des événements paysagers, et envisager à ce moment-là une stratégie de mise en réserve. Après tout, si le paysage ne peut pas être mis en réserve, parce qu'il a besoin de vivre, il est en mutation, et on ne peut pas freiner sa mutation, on ne peut pas empêcher le temps d'avancer, on ne peut pas empêcher l'époque d'avancer, mais par pastille, par spot, par confetti, peut-être il y a des endroits où on peut tenter quelque chose. Alors, un cas assez simple, c'est l'événement naturel type. Là, j'ai pris le chaos granitique du Cidobre. Voilà, là, on est en forêt, il y a un espace naturel à conserver, mais tout de même, un espace naturel à conserver, à condition qu'il y ait des chemins, que le boisement soit un boisement éclairci, pas une futaie jardinée, mais un boisement éclairci. Et donc, pour conserver le bénéfice, la capacité pour les visiteurs des chaos du Cidobre de faire une photo comme celle-ci, il faut un minimum d'entretien tout de même. Là, vous avez un paysage emblématique du Causse de Gramat, avec ce qu'on appelle une caselle en pierre sèche, ou une cabane, comme on veut, pas une gariote, avec un lac de Saint-Namphèse. Voilà. Mais là, encore, vous avez un paysage qui est un ancien paysage de parcours moutonnier, de parcours à moutons, mais vous voyez ici les genévriers qui sont en train de pousser, là vous avez un buisson qui est en train de pousser, les moutons ne passent plus, là vous avez un tas de détritus. Je pense qu'il y a une grange qui a mal vécu les derniers mois avant la photo, donc on a ramassé les débris au bulldozer. Et vous voyez qu'ici, il y a tout de même un minimum d'entretien à faire parce que cet état qui paraît immuable ne va pas rester comme ça. Les genévriers vont pousser, des chênes vont arriver, et demain, cette photo, il faudra la prendre dans un sous-bois. Et elle n'aura plus du tout le même intérêt. Sauf si il y a toujours des parcours de moutons qui entretiennent le paysage et que ce paysage conserve une fonction où on peut imaginer, par exemple, un contrat passé avec un agriculteur qui vient avec ses moutons régulièrement ici sur une parcelle ou deux qui seront ceinturés de fils de fer barbelés, de clôtures, et on dira que là, c'est réserve. Mais la réserve, contrairement à l'architecture, ne peut pas se contenter du statu quo. On met un toit et on conserve tel quel, et ça devient pour des décennies ou des siècles. Là, conserver ce paysage dans cet état, c'est une action quotidienne, ponctuelle, envisageable, tout à fait réalisable, mais c'est une action quand même. D'autres éléments paysagers qui ont un intérêt, quand on avait fait l'étude sur les pays du Ségala dans les années 85, autour de Figeac, on avait repéré ces arbres qui avaient déjà été repérés par les arpenteurs qui ont fait la carte de Cassini, ces arbres isolés qui sont tout à fait extraordinaires, avec une frondaison qui est rectifiée. Et bon, on comprend très bien qu'ici, on a des parcours, des packages de bovins, et qu'il fait très chaud l'été, que les bovins ont besoin d'ombre, et donc on a conservé ces arbres, qui sont des arbres qui donnent de l'ombre aux bovins. Mais là encore, cet arbre-là n'existe, n'a de valeur que par contraste avec cette aire packagée qui doit rester packagée. Le jour où il n'y a plus les bovins, il n'y a plus l'arbre. De même, ici, ces arbres qui ont fait le bonheur dans les années, à l'époque du centenaire de la Révolution,
On a planté des tilleuls, mais il y avait des tilleuls qui eux-mêmes étaient dits de Henri IV, qui étaient plusieurs fois centenaires. Mais là, vous avez une séance d'élagage. Ce tilleul, alors, c'est pas un tilleul, si c'est un tilleul, j'ai mis un ormeau, c'est pas un ormeau, c'est un tilleul. Si ça avait été un ormeau, il serait mort depuis longtemps. Ce tilleul a besoin d'un élagage régulier pour survivre, pour continuer à vivre et à se porter correctement. On augmente l'échelle. Ici, le cirque de Navacelles. Alors là, c'est un espace tout à fait absolument remarquable en Aveyron, mais je ne sais pas si je peux... Non, je ne peux pas agrandir. Vous voyez que l'intérêt du site, c'est cet ancien méandre qui est sec aujourd'hui, avec un petit filet d'eau à un certain endroit, mais l'intérêt vient du contraste entre ce méandre cultivé et les versants qui sont tout à fait sauvages. Mais le méandre cultivé n'est intéressant que parce qu'il est cultivé. Et on s'aperçoit qu'ici, vous avez déjà un peu de végétation. Là, il y a un résidu, il y a un délaissé agricole, et que le jour où l'agriculteur qui est en train d'entretenir ce champ, aujourd'hui n'entretient plus le champ, le site disparaît. L'intérêt du site va s'effacer. Alors, même chose, l'étang de Montady, dans l'Hérault, absolument extraordinaire, vu depuis le village de Montady, mais évidemment, ça n'existe que parce que vous avez des agriculteurs qui cultivent les quarts de brie. Autrement, ça n'existe plus. Donc c'est un étang qui a été un étang du XIIIe siècle, qui a été asséché avec cette géométrie tout à fait extraordinaire, mais qui n'existe que parce que vous avez des agriculteurs ici qui font le travail, non pas d'entretien, mais de culture. Là, vous avez... Bon, je n'ai pas pu résister au plaisir de montrer cette photo que j'ai prise dans les Pyrénées, où là, l'intérêt vient de cette espèce d'effet de ballon de basket, vient du fait que vous avez une parcelle sur deux qui est en friche. Mais imaginez que toutes les parcelles soient en friche ou toutes les parcelles soient en herbe, et là, il n'y a plus de site. Enfin, il n'y a plus d'événements paysagers. Là, vous avez un paysage du même type que celui de Navacelles, en beaucoup moins grandiose, évidemment. Il y a une différence d'échelle fondamentale. C'est ce qu'on appelle dans le Causse de Gramat un cloup, c'est une doline. Et donc, vous avez un effondrement karstique, de la croûte calcaire. Et ici, il y a quelqu'un qui, jusqu'à il y a encore quelques années, cultivait ce lopin de terre dans lequel il met un peu de maïs ou du blé, des céréales, peu importe, au milieu de ses parcours à moutons. Tout l'intérêt de ce paysage qui est très emblématique du Causse de Gramat, du karst, vient du fait qu'il y a quelqu'un qui, ici, continue à... bon, je ne vais pas utiliser des mots triviaux, mais enfin, il prend de la peine à cultiver une parcelle aussi petite, donc où le tracteur est peu efficace, enfin, la mécanisation est inopérante, et donc, voilà, là, on voit très bien ce qu'il faut faire pour continuer. Pour conserver ce site, il faut maintenir la végétation, donc il faut élaguer et maintenir les lisières, et il faut continuer à cultiver. Même chose ici pour les parcours à moutons, donc j'en profite pour vous montrer quelques photos emblématiques des paysages du Quercy, donc je fais la promotion du pays dans lequel je travaille. Le manque d'entretien sur ces événements naturels, on en voit les effets ici dans un endroit où j'ai travaillé il y a 2 ans, à Thiézac dans le Cantal. Voilà un chaos qui n'est pas un chaos granitique, mais un chaos morainique à Thiézac, en Auvergne, là où vivait Françoise Dolto. Et voilà comment ça se présentait au début du siècle. Et voilà, aujourd'hui, c'est là-dedans. Donc là, le manque d'entretien fait qu'aujourd'hui, le maire de Thiézac aimerait non seulement conserver le chaos de Casteltinay, mais restaurer le chaos de Casteltinay. Et il se heurte à une tâche qui est aujourd'hui absolument démesurée. C'est d'entièrement défricher cet endroit, de le déforester et de remettre dans l'état où il était en 1900, puisque ce sera là, l'état de 1900, qui sera l'état de référence.
Alors, il y a des actions. Là, par exemple, au Cap Fréhel, l'espace est en restauration. Merci de rester sur les sentiers. Ben voilà les sentiers. Donc, ça veut dire que les touristes restent sur les sentiers, qui ne piétinent pas les bruyères. Donc, il y a des opérations qui se font sur des sites majeurs, comme le Cap Fréhel. Il y a d'autres opérations qui sont drastiques, par exemple aux alignements de Carnac, où là, les touristes sont priés de rester derrière le grillage, regarder avec leurs jumelles les alignements de Carnac à distance, avec un panneau qui leur explique ce que c'est, et dans les alignements, l'entretien qui est absolument nécessaire est confié aux moutons. Donc vous avez une activité agricole qui entretient ce site, qui est tout à fait contenu. Vous voyez ici les grillages, alors je cherche ma souris, voilà les grillages ici, vous les voyez, ils ne sont pas loin, ils sont tout près. Donc là, on est vraiment dans le cas typique de la réserve. Alors on peut faire aussi bien avec les moutons dans le Lot, mais ça n'a pas la grandeur des alignements de Carnac. Mais en fait, voilà le principe. Pour l'architecture rurale, on l'avait évoqué la dernière fois, voilà des exemples d'architecture rurale tout à fait extraordinaires. Vous avez ici une ferme avec la grange, vous avez le fournil qui sert de séchoir également au fond, vous avez le bâtiment de logis de ferme à droite avec son pigeonnier, vous avez l'aire à battre, dont on voit qu'elle commence à être enherbée, c'est-à-dire qu'elle bientôt elle sera plus perceptible. Les rabats, donc c'est l'endroit où on battait le blé au fléau dans la cour de ferme. Vous avez également ici le colombier avec sa couverture de lauze, qui est une performance technique et esthétique absolument faramineuse. Mais vous voyez très bien que cet ensemble-là, qui est fermé, alors j'ai oublié la version métallique de l'ancienne Clède qui ferme avec le feuillard tressé. Mais vous voyez ici un cyprès. Là, vous avez c'est un thuya, peut-être. Oui, c'est un thuya. Et donc, on voit bien que là où on aurait pu mettre en réserve une architecture exceptionnelle, emblématique et qui fait paysage, le basculement est déjà en train de se produire et ce n'est pas celui qu'on espérait. Ce n'est pas le basculement du vieillissement, de la disparition lente, c'est celui de la mutation. Pour le grand paysage, il y a le zonage réglementaire. Alors, par exemple, la vallée du Lot, là, on a un paysage tout à fait extraordinaire avec des méandres remarquables. La géologie nous est d'un grand secours pour comprendre les choses. Là, vous avez dans les terrains, dans les gneiss, les roches métamorphiques, vous avez des vallées en V, et dès qu'on arrive dans le calcaire, la vallée devient une vallée dissymétrique, avec une physionomie tout à fait particulière. Nous sommes à Cap-de-Nac, en haut de la vallée du Lot. La carte géologique nous explique les choses. Voilà les terrains granitiques, voilà les terrains triaciques et liaciques qui forment le terre-fort, et voilà le causse de Grammat avec ses calcaires, cette vallée-là encaissée et la vallée du Lot à ce niveau-là, et la vallée dissymétrique et la vallée du Lot ici, à ce niveau-là. Alors quand on prend la cartigène, on voit bien la différence, j'étais un peu vite, la différence entre les deux espaces, l'espace de terre-fort qui est intermédiaire entre le calcaire, donc ce sont des grès et des argiles qui est intermédiaire entre le calcaire et les roches cristallines, et puis cet espace qui a été un causse, c'est-à-dire un espace de parcours à moutons totalement ouvert, qui est devenu un espace boisé, mais le boisement s'est conformé, c'est-à-dire la mutation du paysage a reconduit la différenciation géologique, ce qui peut que nous intéresser. Voilà des cartes qui ont été faites, et vous voyez ici la distinction des deux paysages qu'on voit sur la photo, ici, vue d'avion. Vous voyez ici la délimitation, la carte géologique est imprimée dans le paysage par la différence de la couverture végétale, la différenciation de la couverture végétale. Donc là, vous avez un paysage de terre-fort avec un bocage, et là, vous avez la couverture boisée au milieu de laquelle quelques fermes exploitations agricoles subsistent. Voilà un méandre caractéristique. Et dans ce méandre, on comprend qu'il y a plusieurs entités paysagères. Il y a, on lit ici les versants, là vous avez la rivière avec la ripisylve, là vous avez une plaine agricole, donc il y a un premier niveau de terrasse, là vous avez un costal, une côte, et là vous avez un deuxième niveau de terrasse. Donc voilà le versant, qu'on appelle localement une cévenne.
qui n'avait pas vocation à être boisé dans les années 1900, mais qui commence à se boiser, à porter une couverture boisée, sauf lorsque les pentes sont trop faibles et que les arbres n'ont pas suffisamment de matière pour accrocher les racines. Vous avez ici la rivière avec la ripisylve, dont on a vu tout à l'heure qu'elle était finalement assez récente, pour une raison très simple, c'est que ici vous avez le chemin de halage, et que les bateaux étaient tirés par des haleurs, et que, évidemment, les cordes ne pouvaient pas s'accommoder de la présence des arbres. C'est absolument impossible. Voilà donc la vallée du Lot et sa ripisylve aujourd'hui, au même endroit. C'est paradisiaque. La plaine agricole, c'était ce replat des terres limoneuses, des terres alluviales les plus fertiles et qui étaient exclusivement à usage agricole, de culture. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir la dissymétrie alternée, c'est-à-dire que la rivière s'adosse au versant ici, et puis quand elle passera de l'autre côté, va s'adosser à un versant qui sera exactement à l'opposé. Donc là, la plaine, qui est de ce côté-là de la rivière, va passer de l'autre côté de la même façon qu'elle passe de l'autre côté ici. Voilà des photos, des vues de la plaine agricole, avec ses parcellaires en lanière, extrêmement caractéristiques. Là, on sent qu'il va arriver une catastrophe. Enfin, une catastrophe. La vie, quoi. Là, vous avez le costal, donc c'est cette rupture de pente qui vient du fait que la rivière s'est abaissée brusquement de niveau à la suite d'un événement géologique qui s'est passé en amont. Et donc, la première terrasse qu'elle avait créée a entraîné le fait, l'abaissement a entraîné le fait qu'elle a créé une deuxième terrasse. Et sur ce costal, on s'aperçoit que les cheminements traditionnels, anciens, j'ai dit traditionnels, j'aurais pas dû, sont exactement à la base, il y a une logique parfaite à la base de la côte, et que cette côte est boisée. Voilà ici la deuxième terrasse, et la deuxième terrasse porte, par vocation, un habitat dispersé. Donc voilà la logique de ces méandres. En voilà un autre, à peu près au même endroit, dans un endroit extraordinaire, avec un château absolument extraordinaire, qui est le château de Salvagnac, en Aveyron. Alors c'est la rivière qui fait la limite entre le département du Lot et le département de l'Aveyron. Et là, vous voyez que eh bien, le paysage a commencé à se banaliser et à se miter. C'est-à-dire que la logique du paysage n'a pas été respectée, la logique ancienne, par les aménagements récents. Alors si on zoome, on s'aperçoit qu'ici, dans la plaine agricole, on a construit de l'habitation, alors que logiquement, dans ces plaines, il n'y avait pas d'habitation. On s'aperçoit qu'ici, le cheminement qui longeait la côte a été doublé par un autre cheminement en contrebas. Donc il y a une déviation, et que cette déviation a entraîné une urbanisation diffuse hors des limites, en principe, qui sont attribuées à l'urbanisation traditionnelle, et que même par rapport à cette nouvelle route, de nouvelles maisons sont en train de passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a un double franchissement. Et que sur les côtes, ici, il y a de nouvelles maisons qui se mettent sur des versants, sur des Cévennes, quand elles ne sont pas trop abruptes, à un endroit où normalement, entre guillemets, il n'y aurait pas dû y avoir d'habitat. Donc voilà des problèmes dont on voit que si la question est de protéger un paysage tel qu'il était à l'instant T, on ressort sa logique, qui est une logique qui est dictée par la géologie, et qui même survit au travers de la mutation, on va dire, naturelle des choses, puisqu'on a vu la forêt s'emparer de l'ancien Causse, et ça peut donner lieu à un plan de zonage tel que celui que vous voyez ici, qui est le plan de zonage qui avait pour vocation de protéger ici un paysage non pas de la vallée du Lot, mais de la vallée de la Dordogne, avec là les terrains en vert qui sont les cordons boisés, là vous avez les replats agricoles qui sont affectés à l'élevage, là vous avez un morceau de plaine alluviale, et là vous avez le périmètre de 500 mètres autour des monuments historiques. Donc on peut, au niveau du plan d'urbanisme, au niveau d'un plan de protection, tel qu'une zone de protection, tel que, je ne sais pas, un cahier de gestion de sites classés, une AVAP maintenant, on peut planifier l'occupation des sols de façon à ce qu'elle soit conforme à la vocation qu'on a envie d'accorder au terrain, aux différentes entités paysagères dont on veut conserver la lisibilité. Mais vous comprenez bien qu'ici, dire que là, le cordon boisé va rester ici,
Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui s'arrange pour arracher et élaguer tous les arbres qui dépassent et qui ne respectent pas le plan d'urbanisme. Et évidemment, quiconque ne respecte pas un plan d'urbanisme se voit dresser un PV, mais là, j'attends de voir comment va se passer le PV qu'on va dresser à l'arbre qui a poussé à l'endroit où il n'a pas le droit de pousser. Là, on a un problème, c'est que l'espace, il est vivant. Et il est vivant et il ne lit pas toujours les règlements d'urbanisme. Donc ça veut dire que ça ne marche que si vous avez quelqu'un qui coupe l'arbre qui est en trop ou qui continue à, ici sur les pâturages, à libérer les troupeaux de vaches. Dernier point, la restauration des espaces et des pratiques agricoles identitaires. Il y a des espaces qui, eux, se passent de plans de protection. Ce sont d'abord les espaces naturels. Ici, vous avez en France une politique qui est la politique des espaces naturels sensibles, c'est celle qui est en pratique au Cap Fréhel, je crois, et qui a pour vocation de soustraire de la propriété privée, soit par expropriation, soit par bail emphytéotique ou par achat à l'amiable, enfin par tous les moyens juridiques possibles, un certain nombre d'espaces qui sont réputés des espaces ayant valeur de biotope ou de paysage emblématique. Généralement, d'ailleurs, les deux vont ensemble. Cap Fréhel, c'est une évidence. Et ici, vous avez également ces anciens parcours à moutons qui ont été restaurés. On a conservé quelques buissons, donc on voit l'attention qu'ont porté les naturalistes à, sur quelques parcelles, essayer de restaurer un espace, ce qu'ils appelleraient un espace xérophile. Voilà ici, quelques temps plus tard, ce que donne la restauration de ces espaces de causse, qui sont des espaces naturels sensibles, qui sont délimités et sur lesquels il y a des opérations menées par le département pour acquérir et mettre en état des biotopes qui correspondent à des paysages emblématiques. Donc ça, on peut le faire. Vous avez également la possibilité de conserver ce qui a été fait dans le Lot pour des valeurs, pour des raisons tout à fait emblématiques, culturelles, identitaires, des cultures identitaires. Par exemple, ici, le seigle, dont on fait les pailles pour réempailler les chaises, et qui sont encore cultivés selon les méthodes traditionnelles. Voilà un tableau de Bruegel qui vous montre les quilloux. Voilà nos quilloux aujourd'hui. Là, on rentre vraiment dans quelque chose qu'on a envie de qualifier d'immuable. Mais je ne pense pas qu'au néolithique, on procédait de la sorte. Enfin bon, on voit qu'il y a une tradition ancienne. Et évidemment, cette tradition suppose qu'il y a des personnes. Et là, vous voyez les personnes, ils sont deux. Il y en a un sur le tracteur et il y en a un qui fauche. La plupart du temps, la restauration des paysages est liée à des produits fortement porteurs d'identité. Par exemple, le Cantal, le fromage. Là, les burons d'Auvergne n'ont pas de gros problèmes de déprise, n'ont pas de gros problèmes d'entretien du paysage. Ils sont, pour la plupart d'entre eux, entretenus non seulement par l'action des agriculteurs, qui en font leur image de marque et leur carte postale. La carte postale était tellement immonde que j'ai enlevé les titres qui étaient en dessous, qui étaient absolument horribles. Mais bon, donc j'ai resserré le champ. Mais là, c'est l'image de marque des fromages de Cantal, et ils sont aidés en cela par des organismes publics comme les CAUE, qui donnent des conseils pour maintenir en l'état, c'est-à-dire pour maintenir le statu quo. Ici, c'est pas du Cantal que l'on vend, mais c'est des fromages de chèvre absolument sublimes, qu'on appelait autrefois simplement des cabécous et qu'on appelle aujourd'hui des rocamadours. Donc on a accédé à l'AOC, et l'AOC a besoin d'un paysage emblématique, et ce paysage emblématique, il consiste à remonter ici la caselle en pierre sèche, toute neuve, les murs en pierre sèche qui sont remontés soigneusement, et c'est un travail de titan. Mais ici, la reconstitution de paysage est un paysage qui fait étiquette. Même phénomène dans un autre espace agricole tout à fait emblématique, c'est celui du Banyuls. Alors pour ceux qui, comme moi, ont connu cette région il y a 30 ans ou 20 ans, la métamorphose est totale. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'une mutation
qui projette le paysage dans un devenir qu'il n'a jamais connu avant. Il s'agit d'une restauration. Alors une restauration modernisée parce que les anciens vignobles en terrasse étaient construits avec des terrasses plus rapprochées, qui n'étaient pas construites exactement avec les mêmes techniques que les terrasses actuelles. Donc il y a eu une modernisation qui permet la vendange mécanisée, qui permet la mécanisation de la culture. Mais vous voyez ici un paysage qui est en train de se reconstruire. Alors il y a un livre qui est paru récemment, je l'ai vu passer sur les terrasses d'Ardèche, où il y a énormément de travail qui a été fait également dans ce domaine-là. Le Banyuls n'est pas le seul, je vous l'ai pris ici à titre d'exemple, et vous voyez de où on part. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelques années, les premières parcelles qui sont restaurées, ici vous aviez les parcelles qui avaient été atteintes par la déprise, et ici, vous voyez comment la proportion s'inverse. Petit à petit, il y a bien encore quelqu'un ici qui a sa parcelle et qui n'a rien voulu savoir, ou qui n'a pas eu les moyens, ou peut-être qui n'est plus agriculteur, ou qu'on n'a pas retrouvé. Mais dans l'ensemble, vous voyez, la reconstruction du vignoble s'est opérée, vous voyez à quel point elle gagne. Alors voilà quelques photos de détail qui vous montrent dans le détail à quel point les murs, bien que la reconstruction soit mécanisée, ces murs sont montés d'une façon extrêmement soignée encore aujourd'hui. Dans le vignoble de Cahors, l'AOC a été acquise il y a quelques années et le vignoble s'étend. Et vous voyez comment l'extension du vignoble, qui est une reconquête d'un paysage ancien, passe par un moment de basculement, par un moment de mutation qui le ferait passer pour du mitage. Vous avez ce mitage sur les collines du Lot qui résulte du fait que, ici, ce sont encore que quelques parcelles de vignes qui sont restaurées et que, évidemment, on est à peu près dans la même situation qu'on était ici pour le Banyuls. Tout ce travail est en train de se faire, y compris la replantation des noiseraies à Collonges-la-Rouge, où là, ils ont un atout extraordinaire, puisque les noyers donnent des noix excellentes, mais en plus, le plus grand négociant en eau de vie de noix, localement, s'appelle Denoix. Là, on ne peut pas faire mieux. Donc, le plan de protection du site classé avait engagé à développer la culture de la noix et à lui donner une valeur emblématique qui serait intimement liée à la valeur de site du bourg de Collonges. Voilà ici donc la plantation d'une châtaigneraie, et cette châtaigneraie n'est pas une production qui a forte valeur ajoutée. Les châtaignes, ça ne se vend pas beaucoup, mais c'est l'identité de cette châtaigneraie de l'ouest du Lot qui est dans la région de Fumel-Montcabrier, Villefranche-du-Périgord et qui monte jusqu'à Sarlat. Les acteurs, la question a été posée, les voilà. Ce sont les seuls acteurs possibles, les seuls interlocuteurs valables. C'est que tous nos plans de protection, de reconquête, de conservation de paysages ne peuvent se faire qu'avec des agriculteurs. Sans agriculteurs, sans acteurs, aucune possibilité. C'est même pas la peine d'envisager. Et là, on a encore un problème fondamental, et je vais terminer là-dessus, c'est que l'acteur, aujourd'hui, vous l'avez ici. Mais à l'époque de Bruegel, vous en avez un là, un là, un là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aujourd'hui, l'acteur, il est là tout seul, avec son tracteur, pour 50 hectares ou 60 hectares. Et là, il y a une mutation sociale, économique, qui est encore porteuse d'une nouvelle difficulté, qui est celle de l'agriculteur devenu chef d'entreprise et seul avec son tracteur. Éventuellement avec son épouse, ses enfants, mais les enfants, je les connais, il y en a un qui travaille déjà au poste, l'autre est fonctionnaire à la communauté de communes, ils ne seront plus agriculteurs. Donc voilà, je vous ai montré les différents aspects de la question de la protection des paysages. J'espère ne pas être trop défaitiste, mais la vie suit son cours. L'agriculteur est toujours là, c'est lui notre acteur principal. Il y a des cas désespérés, il y a des cas qui ne sont pas désespérés. Un cas désespéré, c'est un village du Cantal qui fait la commune
fait 5000 hectares, 6000 hectares, et vous demandez, donc vous êtes chargé de la protection des paysages, vous demandez à rencontrer les agriculteurs, et les agriculteurs viennent vous voir. C'est une personne, tout seul. Il n'y a plus qu'un agriculteur. Et là, on fait quoi? Ben, on fait ce qu'on peut. Voilà. On parle, on discute des rats-aux-pieds, le problème des rats-aux-pieds qui sont en train de ficher en l'air les rongeurs qui sont en train de ficher en l'air tous les packages, de ce qu'il va faire demain, de ce qui est intéressant. Parfois, on a des conversations surprenantes même. J'avais ajouté une photo, je crois que je vais sortir de là comme ça. Là, c'est une discussion avec un agriculteur. Donc, on fait l'inventaire du patrimoine médiéval du département du Lot et on s'arrête devant ce paysage insolite. Vous avez ici un étang et là, vous avez 2 cabanes. Et ça n'a rien à voir avec l'architecture médiévale du département du Lot, mais voilà un zoom. Mais bon, le paysage est insolite et ça mérite la photo. Donc on s'arrête, on est 2, on s'arrête sur le bord de la route, on prend la photo, et là il y a un agriculteur, un papy, en bleu, avec son béret, qui arrive et qui dit « il ne faut pas prendre la photo là ». Ah, bon, très bien, on s'excuse. Il dit « non, il ne faut pas la prendre là, il faut la prendre là-bas ». Ah bon, très bien, alors on va prendre la photo au bon endroit. Et puis après, il dit « vous faites quoi ?» Alors on explique, voilà, on recense les paysages, l'architecture médiévale, etc. Ah, vous y connaissez en architecture ancienne? Oui, oui. Ces cabanes-là, elles ont été faites quand? Alors là, c'est toujours la question piège, on ne sait pas trop quoi dire. Ah, peut-être fin du 19e, début du 20e siècle, on ne sait pas. Elles sont belles, hein? C'est moi qui les ai faites. Ah, un papy les a faites. Et là, il commence à expliquer. Il dit, vous comprenez, j'y menais les vaches tous les matins et il me manquait quelque chose. C'était pas... Donc j'ai fait l'étang. Et il dit, avec les vaches dans l'étang, c'était magnifique. Je me mettais là où il nous a dit de nous mettre pour la photo. Et il dit, après, je me suis dit, il me manque quelque chose. Donc il a fait les 2 cabanes. Et voilà, donc on doit vu les circonstances, on se reporte dans les années 70, 1970, je pense, quelque chose comme ça, 60 ou 70. Et donc là, on est content parce que vous avez un agriculteur qui non seulement crée du paysage, mais a conscience de créer du paysage et ne le crée pas n'importe comment. Alors on peut sourire, après les caselles sont faites comme elles sont faites. Mais... Et donc voilà, c'est vraiment nos interlocuteurs. Et c'est là le point où l'architecte du patrimoine, que je suis, se trouve un peu démuni. C'est-à-dire, on se trouve dans une situation où les compétences qu'on a pu acquérir à l'école, par l'expérience, ne servent plus rigoureusement à rien. On est simplement un citoyen qui discute avec d'autres citoyens et qui essaye de d'appréhender un problème posé par la collectivité, qui est la conservation, la pérennisation, la reconduite des paysages. Et bien là, on est obligé de discuter élevage, vélage, cabécourt, rocamadour, seigle, etc. Voilà, de tas de choses qui sont totalement étrangères à notre formation d'architecte, même d'architecte paysager. Et là, parfois, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des régions, il y a des localités qui sécrètent un nouveau paysage, et que ce nouveau paysage, c'est le paysage auquel on donnera une valeur patrimoniale peut-être demain. Et puis il y a d'autres paysages qui, eux, vont sortir de la valeur patrimoniale et vont rentrer dans la quotidienneté, dans la banalité de la vie actuelle, de la vie du 21e siècle, et qui feront ce que faisaient les paysages autrefois, c'est-à-dire ils vivront leur vie sans avoir valeur de patrimoine. Voilà, on est confronté à cette question-là. Je vous remercie.